Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un coin de Tokyo qui peut sembler familier, mais qui cache une profondeur qu'on soupçonne pas forcément. La région d'Ayase. Oui, on va remonter le temps, explorer une ancienne localité qui a disparu, Minami Ayase-machi, et puis on va suivre le cours d'une rivière vraiment clé, l'Ayasegawa. C'est ça. Et pour reconstituer tout ça, Alors, pour reconstituer ce puzzle historique, on a rassemblé pas mal de pièces, hein. Des documents anciens sur la rivière elle-même, sur cette municipalité un peu oubliée, des archives des arrondissements actuels, Katsushika et Adachi, d'accord. mais aussi des choses plus récentes, des brochures touristiques, des témoignages qu'on trouve sur des blogs personnels, et même, c'est assez étonnant, des récits sur le passage du célèbre Shinsengumi. Ah oui, le Shinsengumi. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre comment cette zone est passée d'un paysage, plutôt rural, avec même des zones de chasse pour le shogun, à ce qu'on connaît aujourd'hui, un quartier très urbanisé, résidentiel. Exactement, on va chercher les moments clés, les tournants, les anecdotes aussi qui racontent un peu le quotidien d'avant, et puis voir comment ce passé y marque encore les lieux aujourd'hui. Et c'est une histoire qui se joue sur 2 arrondissements actuels, c'est ça? Oui, c'est important, l'ancien territoire de Minami Ayase, il est aujourd'hui partagé entre Katsushika et Adachi. Faut garder ça en tête. D'accord. Et on précise bien, hein, on parle de l'Ayase de Tokyo, parce qu'il y a une ville du même nom dans la préfecture de Kanagawa, on la trouve parfois dans les recherches, mais là, notre focus, c'est purement Tokyo. Très clair. Alors, allons-y. Commençons par la colonne vertébrale de cette histoire. La rivière Ayasegawa. Avant l'époque d'Edo, elle était bien différente, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Les sources, elles suggèrent qu'elle était connectée à la grande rivière Arakawa, peut-être même plus large que la rivière-mère, la Moto Arakawa. Ah oui. Son nom même, Ayasegawa, il y a plusieurs pistes. Ça pourrait venir de Ayashinokawa, la rivière mystérieuse ou changeante, justement à cause de son cours très instable qui posait pas mal de problèmes. D'accord. Une autre hypothèse, c'est une ressemblance avec les motifs un peu ondulants du tissu Aya. Une rivière capricieuse donc. Et ça veut dire inondation fréquente, j'imagine? Ben oui. À l'époque d'Edo, on n'est pas resté les bras croisés face à ça. Non, c'était une préoccupation majeure, constante. Il y avait des travaux régulièrement, ce qu'on appelait les kawafushin, des sortes d'aménagements fluviaux. Ok. Et l'intervention la plus marquante, elle arrive assez tôt, vers 1610. C'est Ina Tadatsugu, un officiel important du shogunat, qui fait construire une très longue digue, la Bizente, près d'Okegawa. La Bizente? Oui, et l'objectif était double, essayer de maîtriser un peu les crues et aussi assécher des terres pour créer de nouvelles rizières. C'est cette digue qui a coupé le lien avec la Moto Arakawa et qui a fixé le point de départ de l'Ayasegawa qu'on connaît aujourd'hui en fait. Une solution technique qui semble logique, mais j'ai lu que ça a créé d'énormes tensions. Ah oui, énorme. Comment une digue peut mettre le feu aux poudres comme ça entre des villages? Et c'est un exemple assez incroyable de conflits liés à l'aménagement du territoire, comme on dirait aujourd'hui. En gros, les villages qui étaient en amont de la digue se retrouvaient avec des inondations encore pires qu'avant. Forcément, l'eau était bloquée. Logique. Et ceux qui étaient en aval, eux, ils étaient protégés, mais souvent, ils voulaient renforcer encore plus la digue, au cas où. Ah, d'accord. Résultat, des décennies, voire des siècles de disputes, de négociations très tendues. Et même, lors de grosses crues, il y a eu des tentatives des gens d'en amont de détruire la digue. Incroyable. Des sabotages carrément organisés pour sauver ses propres terres. Exactement. On a quand même essayé de calmer le jeu, j'imagine. Oui, il y a eu des tentatives de médiation. Par exemple, on a installé des bornes, des sortes de pieux appelés Odam Sakai, qui étaient censés fixer une hauteur maximale pour la digue. Mais bon, ça n'a jamais vraiment éteint le conflit durablement pendant toute l'époque Edo. Ça montre bien à quel point la gestion de l'eau, c'était vital et source de tension permanente. Mais la rivière, elle n'était pas qu'une source de problème, elle servait aussi pour le transport, non? Oui, tout à fait. C'était une voie de communication pas négligeable du tout. À l'époque Edo, le transport par bateau, ce qu'on appelait le shun, c'est pas mal développé. D'accord. C'était important pour acheminer des marchandises depuis la région de Saitama vers Edo, la capitale. Et puis, ça favorisait aussi les échanges culturels le long de ces rives. Et ça a duré longtemps, ce transport fluvial? Il a décliné progressivement avec l'arrivée du train puis des camions. Et il a quasiment disparu dans les années 1950, l'ère Showa 30 environ. D'accord. Et les défis ont continué, même à l'ère moderne. On a construit des digues plus modernes, on a canalisé le cours d'eau, mais ça n'a pas tout réglé, si je comprends bien, hein.
Non, parce que le terrain de la région est naturellement bas, donc il reste toujours vulnérable aux inondations, malgré les travaux qui ont été lancés dès 1920, l'ère Taisho. Et un autre problème est apparu plus tard. Oui, un autre fléau, la pollution. Avec la croissance économique très rapide des années 60-70, l'urbanisation a été tellement rapide que la construction des réseaux d'égouts n'a absolument pas suivi. Ah oui, donc les usines, les maisons, tout le monde déversait directement dans la rivière? C'est exactement ça, les rejets directs industriels et domestiques. L'image a dû être terrible. Elle l'était. On a des photos de l'époque, par exemple une de 1972 prise dans la ville voisine de Soka. Ça montre une rivière dans un état écologique désastreux. C'est devenu un problème environnemental majeur. On commence à peine à voir l'amélioration aujourd'hui d'ailleurs. Une histoire vraiment mouvementée pour cette rivière. Alors maintenant, intéressons-nous un peu à la structure administrative qui s'est organisée autour d'ASC. Minami Ayase Machi, un nom qui n'existe plus aujourd'hui sur les cartes. En effet, ce village, qui a ensuite devenu une petite ville, Machi, est né en 1899, à l'époque Meiji. C'était par la fusion de plusieurs hameaux, Kamichiba, Kosuge, Koyano, Yanagira, et puis des morceaux d'autres villages aussi. Et sa vie administrative a été courte? Assez courte, oui. Il est devenu officiellement ville en 1928, mais dès 1932, il est intégré dans la grande ville de Tokyo au sein du nouvel arrondissement de Katsushika qui venait d'être créé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a eu un redécoupage important peu après, c'est ça? Oui, et ça c'est crucial pour comprendre la géographie actuelle. En 1934, donc juste 2 ans après l'intégration, toute la partie de Yanagihara et une section de Koyano, en gros ce qui se trouvait au sud du grand canal de dérivation de l'Arakawa, qui venait d'être creusé, tout ça est transféré à l'arrondissement voisin d'Adachi. D'accord. Et voilà pourquoi l'héritage de Minami Ayase, son histoire, se retrouve aujourd'hui éclaté entre Katsushika et Adachi. Ce qui est étonnant quand on regarde les chiffres, c'est la croissance démographique de cette zone avant même l'arrivée des grandes lignes de train modernes. C'est assez fou. On passe d'environ 400-600 habitants en 1920 à plus de 20 000 en 1930. Oui, c'est une explosion, effectivement. Comment on explique ça? Alors, les sources, elles avancent principalement 2 hypothèses. D'une part, il y a l'arrivée de beaucoup d'habitants après le grand séisme du Kanto de 1923. Ah oui, le tremblement de terre. Voilà, qui a dévasté le centre de Tokyo et qui a poussé énormément de gens vers la périphérie, y compris vers cette zone. D'autre part, il y a le développement du grand complexe pénitentiaire de Kosuge. La prison. Oui, qui a pu aussi attirer du personnel et leurs familles. C'est sans doute une combinaison de ces facteurs. Fascinant. Alors, allons voir d'un peu plus près à quoi ressemblait la vie dans cet ancien Minami Ayase, le secteur de Kosuge par exemple. Il semble avoir une histoire particulièrement riche. Ah oui, Kosuge, c'était un lieu important, notamment à cause du Kosuge-goten. Le Kosuge-goten. C'était un pavillon de chasse aux faucons construit pour le shogun Tokugawa Yoshimune au XVIIIe siècle. Un lieu de loisirs pour l'élite du pouvoir, quoi. Et le destin de ce lieu est assez ironique. D'un terrain de jeu pour le shogun, c'est devenu le site de la maison d'arrêt de Tokyo, la fameuse prison de Kosuge. Oui, quel contraste C'est saisissant comme contraste. entre la liberté symbolique de la chasse et puis l'enfermement moderne. De l'époque du pavillon shogunal, il ne reste aujourd'hui qu'une seule chose visible, une lanterne en pierre, la Kyu Kosuge Goten Ishidoro. Ah oui? Oui, c'est un vestige assez discret, mais il est classé monument historique. Il témoigne de ce passé prestigieux. On voit aussi des traces dans l'urbanisme actuel. Oui, par exemple, la Matsubara-dori, c'est l'avenue des Pins qui menait au pavillon. C'était une Onari-michi, c'est-à-dire une route qui était réservée au passage du shogun. D'accord. Et sa largeur, encore aujourd'hui, elle est plus importante que les rues aux alentours. Ça rappelle son statut particulier d'autrefois. Et il y a une légende locale aussi? Oui, la légende de Kosugedon, c'est l'histoire d'un serpent géant qui se serait sacrifié pour sauver les villageois d'une inondation. Mhm. C'est une belle métaphore, je trouve, de la lutte contre les caprices de la rivière Ayase, et puis aussi de l'esprit de communauté face aux catastrophes naturelles qui étaient fréquentes. Passons maintenant à Orikiri. Là, on pense tout de suite aux fleurs et surtout aux iris, j'imagine. Oui, les iris de Orikiri sont très célèbres. Mais en fait, avant même cette spécialisation, au début de l'ère Showa, donc vers les années 1920-30, Orikiri était un centre de culture florale plus large. On y produisait des bleuets, des soucis. Ah, d'accord. Oui, pour approvisionner les marchés de Tokyo. Surtout pour les offrandes sur les autels bouddhistes, les 1er et 15 du mois. C'était un lien économique et culturel assez fort avec la capitale.
Et le fameux jardin d'iris, le Orikiri Shobuen, il a failli disparaître, c'est ça? Oui, tout à fait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup de terrains jugés non essentiels à l'effort de guerre, il a été converti en rizière pour aider à nourrir la population. Logique, oui. Heureusement, une famille locale, la famille Isogai, a réussi à préserver des plants d'iris. Et c'est grâce à eux qu'on a pu faire renaître cette magnifique tradition horticole après la guerre. C'est une belle histoire de résilience, je trouve. Oui, vraiment. Et après la guerre, l'économie du coin a changé. J'imagine que l'agriculture a reculé. Oui, à Orikiri et aussi à Koyano, on a vu l'émergence de nombreuses petites usines. Elles fabriquaient par exemple des jouets en fer blanc ou des objets en caoutchouc. Le travail à domicile s'est aussi beaucoup développé. Par exemple, la confection de fleurs artificielles pour les couronnes funéraires. C'était une activité qui avait été déplacée depuis des quartiers centraux qui avaient été bombardés pendant la guerre. Et les zones qui étaient plus agricoles, comme Shimo-Shoiba ou Kami-Shoiba, elles sont devenues quoi? Elles sont restées majoritairement agricoles jusque dans les années 1950, quand même. Elles étaient même connues pour des légumes très spécifiques qu'on appelait tsumamono ou oshayamono. Ah oui, c'est-à-dire? C'était des herbes aromatiques comme le shiso ou des variétés de radis très fins. Des produits destinés surtout aux restaurants chics de Tokyo. D'accord. Mais cette agriculture spécialisée, elle a fini par reculer face à l'urbanisation galopante de l'après-guerre, avec la construction de lotissements comme le Keisebunjochi. Et il y a un détail intéressant sur l'eau potable. Oui, un système d'eau potable qui était partagé entre voisins, le Kyodo Suido, il a subsisté dans ces quartiers jusque dans les années 60. Assez tard, finalement. Voilà, qui donne une image assez vivante de ces quartiers avant leur transformation complète. Mais il y a un épisode historique encore plus surprenant qu'on a mentionné au début, le passage du Shinsengumi. Ah oui? Comment ces samouraïs de la fin du shogunat ont bien pu atterrir là? C'est une histoire assez incroyable, en effet. On est en 1868, en pleine guerre civile qui marque la fin de l'époque Edo. Le Shinsengumi, qui était fidèle au shogun déchu, était en train de battre en retraite vers le nord du Japon, vers Oshu. D'accord. Et un groupe important, qui incluait les célèbres Kondo Isami et Hijikata Toshizo, a fait une halte de 19 jours dans la résidence d'une riche famille de fermiers locaux, la famille Kaneko, à Goyo-e-Shinden. 19 jours. Oui. Et ce lieu, Goyo-e-Shinden, ça correspond aujourd'hui au quartier d'Ayase 4 Chome, dans l'arrondissement d'Adachi. La famille Kaneko a donc hébergé ces guerriers en fuite. Ils devaient être assez influents dans le coin. Oui, c'était ce qu'on appelle des gono, de gros propriétaires terriens installés là depuis des siècles apparemment. Leur maison était assez grande pour accueillir tout le détachement. Et c'est là qu'il y a cette histoire de photos. Exactement. C'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Kondo Isami aurait laissé derrière lui, dans la chambre d'amis, qui est d'ailleurs préservée, la fameuse photographie de lui qu'on connaît tous aujourd'hui. Incroyable. Et ce n'est pas tout. Le temple voisin a aussi un lien avec cette histoire. Oui, tout à fait. Le temple Kanonji, qui est juste à côté, a également hébergé des membres du Shinsengumi pendant cette halte. D'accord. Et ce qui est fascinant, c'est que le fondateur de ce temple n'est autre qu'un ancêtre de cette même famille Kaneko, Kaneko Goyoe. C'est lui qui avait développé ces nouvelles terres agricoles Shinden au tout début de l'époque Edo. Sa tombe se trouve d'ailleurs dans le temple. Attendez. Donc au même endroit, quasiment au même moment, on a les traces du pionnier qui a créé cette terre nouvelle et celle des derniers samouraïs d'un ordre ancien qui est en train de disparaître. C'est précisément ça. C'est une juxtaposition assez forte symboliquement. Oui, cet épisode, il cristallise de manière très très symbolique le passage d'une ère à une autre, sur ce même petit territoire. Et il y a une anecdote plus légère aussi. Oui, pour ajouter une touche un peu plus humaine, on raconte que Hijikata Toshizo, qui était pourtant réputé pour être très dur, aurait profité de cette halte pour pêcher dans la rivière Ayase. Ah bon? Et il aurait donné ses prises aux enfants du coin. Une petite anecdote qui casse un peu le mythe du personnage impitoyable. Ça casse un peu le mythe, en effet. Ces échos du passé sont vraiment partout quand on cherche un peu. Alors, revenons à l'Ayase d'aujourd'hui. Comment il se présente, notamment côté transport et nature en ville? Alors, la gare d'Ayase, c'est un carrefour important. C'est là que la ligne de métro Chiyoda rencontre la ligne JR Joban. Oui. Mais elle est aussi connue des Tokyoïtes pour un petit piège. Ah oui, je vois de quoi on parle. L'embranchement vers Kita-Ayase. Exactement.
La fameuse voie zéro, le zéro Banzen, un peu caché, d'où part une petite navette pour ce terminus? C'est ça. Et beaucoup de voyageurs un peu distraits se sont retrouvés à Kitaayas sans le vouloir, ce qui a longtemps donné à ce quartier une image de cul-de-sac, un peu isolé, quoi. Oui, les sources s'en amusent un peu d'ailleurs. Oui. Mais il faut dire quand même que la zone autour de la gare de Kitaayase s'est pas mal développée ces derniers temps. Donc cette image est en train de changer progressivement. Et côté verdure, Ayase n'est pas en reste, loin de là. Il y a notamment le parc Higashi Ayase. Il est immense celui-là. Ah oui, il est très grand. Il s'étire sur près de 2 kilomètres le long des voies de la ligne Chiyoda. C'est une véritable colonne verte pour le quartier. Il a été ouvert dès 1966. Et on y trouve de tout? Oui, vraiment. Des zones pour admirer les cerisiers au printemps, ou alors les licorices rouges, les iganbana en automne. Il y a des terrains de sport, le Grand Tokyo Budokan pour les arts martiaux, une piscine, le Suisui Rando Ayase. C'est un vrai poumon vert. Oui, un espace de respiration essentiel pour les habitants. Il est aussi un étang sympa pour l'observation, des aires de jeu, un petit canal, le Cesaraji. Et près de Kita-Ayase, il y a un autre parc qui est lié à l'histoire locale des fleurs, non? Oui, le Shobunuma-koen, le parc du marais aux iris. Il fait directement écho à l'ancien nom de la zone, Shobunuma-kochi, qui désignait les marais où poussaient les iris sauvages à l'époque. Ah, d'accord. Et bien sûr, ça renvoie à la tradition horticole d'Orikiri, dont on a parlé. En juin, pendant la floraison, c'est magnifique avec toutes les différentes variétés d'iris. Edo, Igo, Ise. Et le parc lui-même est agréable? Oui, il est bien aménagé, avec une cascade, un petit pont suspendu, une roue à aubes. C'est très joli. Et il y a aussi une coulée verte qui suit un ancien tracé, c'est ça? Oui, à la Hashikason Otoshishi Shinsui Ryokodo. C'est une promenade d'environ 2,4 km qui a été aménagée sur le lit d'un ancien canal d'irrigation de l'époque Edo, le Hashikason Otoshibori. Hashikason, ça veut dire 8 villages, hein? Exactement. Ce canal, il servait à drainer les nouvelles terres agricoles qui avaient été créées par 8 villages voisins. D'où son nom. C'est un bel exemple de réutilisation du patrimoine hydraulique pour créer un espace de loisirs aujourd'hui. Il a même reçu un prix pour ça en 1992. Donc, entre ces grands parcs et cette coulée verte, la nature trouve quand même bien sa place dans l'urbanisme moderne d'Ayase. Et le reste du quartier, ça ressemble à quoi? C'est un mélange assez typique de banlieue tokyoïte, je dirais. Beaucoup de zones résidentielles, bien sûr, des rues commerçantes assez animées autour des gares d'Ayase et de Orikiri, des équipements publics, des centres communautaires, un tissu urbain assez dense, mais bien ponctué par ces grands espaces verts dont on a parlé. Bon, si on essaie de rassembler un peu tout ça, quelles seraient les grandes lignes de force de cette transformation d'Ayase au fil du temps? Alors, je dirais qu'on a vu la rivière Ayase passer de force naturelle un peu indomptée et crainte à une voie de communication utile, puis malheureusement elle est devenue victime de la pollution industrielle et urbaine, avant une prise de conscience plus récente pour tenter de la réhabiliter. Oui. On a vu aussi une entité administrative, Minami Ayase-machi, naître, vivre assez brièvement finalement, puis être absorbée et même divisé entre 2 arrondissements. C'est vrai. Et surtout, on a vu un paysage qui s'est radicalement transformé. On est passé des champs, des marais, des terrains de chasse shuguno, à des quartiers d'habitation très denses, avec des zones industrielles qui sont apparues, puis ces grands parcs récréatifs modernes. Mais ce qui est frappant, c'est un peu le fil rouge de notre discussion, c'est que le passé n'est jamais complètement effacé en fait. Non, jamais. Il reste visible, dans les noms de lieux qui persistent, dans les largeurs surprenantes d'une rue comme l'ancienne Matsubara-dori, Oui. dans des vestiges très concrets comme la lanterne Nokosuge ou les vieilles pierres d'un temple comme le Jokéen qu'on n'a pas eu le temps de détailler mais qui est mentionné, et même dans des traditions comme celle des iris qui est consciemment ravivée dans les parcs aujourd'hui. Tout à fait. Même les anciens canaux d'irrigation, qui sont un peu comme des cicatrices de l'histoire agricole et hydraulique de la région, ils sont réinvestis, ils sont transformés en promenades agréables. Le lien au passé, il se tisse de manière parfois assez inattendue. Alors, pour conclure, peut-être une question pour faire réfléchir. En découvrant toutes ces couches d'histoire, les changements administratifs un peu complexes, les récits de samouraïs en fuite, de pionniers agriculteurs, la lutte permanente contre l'eau, mais aussi en gardant à l'esprit des réalités plus contemporaines, comme la présence massive de la prison de Kosuge, ou même le souvenir d'événements plus tragiques, comme cet incident de 1988, qui est brièvement évoqué dans une des sources.
Comment notre regard sur un quartier comme Ayaz, qui peut sembler ordinaire au premier abord, change-t-il? C'est la question essentielle, je crois. Peut-être que ça nous invite justement à regarder au-delà de l'apparente banalité d'une banlieue résidentielle, ou même d'une image parfois un peu négative associée à certains lieux. Oui. Reconnaître toute cette complexité, ces strates de vie, de conflits, de transformations, des plus prestigieuses, comme le pavillon du Shogun, aux plus sombres, comme la prison ou certains faits divers, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus riche, plus nuancée, je pense. Et peut-être d'avoir envie d'aller voir soi-même. Oui, et peut-être de chercher soi-même en se promenant dans les rues d'Ayaz et les traces discrètes de toute cette longue histoire qui se cache parfois juste sous nos yeux.